Merci d'être avec nous sur Radio J, 7h41. L'aéroport d'Odessa dans le sud du pays frappé hier par un missile russe. La piste a été détruite, pas de victimes. Dans l'est de l'Ukraine, 14 attaques lancées par les forces russes dans les régions de Donetsk et Luhansk ont été repoussées au cours des dernières 24 heures selon l'état-major des forces ukrainiennes, alors que dans le même temps, 20 civils, femmes et enfants sont sortis samedi de l'usine, donc hier à Azovstal, à Mariupol, pour être évacués. Et sur le front diplomatique, la France va renforcer son aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Annonce de l'Elysée hier après un entretien entre Emmanuel Macron et son homologue Volodymyr Zelensky. Alors que dans le même temps, Moscou s'est montré une nouvelle fois menaçant, promettant une frappe de réponse rapide cette semaine en cas d'ingérence étrangère dans le conflit, et l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire selon Vladimir Poutine. Pour faire le point sur cette situation en Ukraine, nous sommes en direct ce matin sur Radio J avec Konstantin Sigov, philosophe ukrainien, directeur du Centre européen à l'université Moïla de Kiev. Konstantin Sigov, bonjour. Bonjour, je vous salue d'Ukraine. Oui, effectivement, et je précise, c'est important que vous êtes également l'auteur d'un appel à l'Europe dans la collection Placard et Libelle aux éditions du Cerf. Ça tombe bien puisque ça fera partir des questions que je vous poserai, effectivement, la place de l'Europe dans ce conflit, et on reviendra bien sûr notamment sur la place de la France. Alors justement, vous le dites, vous êtes en Ukraine, Konstantin Sigov, vous étiez il y a encore peu de temps d'ailleurs à Kiev. Quelle est aujourd'hui concrètement la situation dans la capitale d'une part et aussi dans le sud, dans l'est, là où les assauts russes se concentrent et se poursuivent aujourd'hui? Écoutez, personne en Ukraine aujourd'hui n'est épargné des bombardements. Nous avons vu les raquettes qui ont frappé Kiev, Odessa, Lviv, c'est-à-dire est et ouest d'Ukraine. Et tout le pays est absolument euh, solidaire et en même temps traumatisé par les événements à Mariupol. Mon fils, avec les journalistes français, sont en train d'aller à Kramatorsk, où à la gare même, plus que 100 ans de personnes étaient tuées par une raquette adressée vers les civils, dirigée contre les femmes, les enfants qui étaient en train de quitter justement le théâtre de la guerre à l'Est. Donc, si vous voulez, nous comprenons que cette terreur s'émet par les bombardements à travers tout le pays. Justement, c'est d'une certaine manière, on peut dire, l'agonie du régime de Poutine qui ne peut rien faire, qui n'a pu il était incapable d'encercler Kiev, il est incapable d'encercler totalement Kharkiv à 60 kilomètres de la frontière russe. Mais justement, par exemple, le fait qu'il a perdu son croisière Moskva Oui. et d'autres pertes russes provoquent évidemment cette rage, on peut dire, cet esprit de revanche qui doit être absolument stoppé par nos efforts communs avec vous, avec la France, avec l'Europe. D'autant, Konstantin Sigov, et ça c'est assez incroyable parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, que l'Ukraine résiste, l'armée ukrainienne résiste. Comment expliquer aujourd'hui cette capacité à pouvoir résister, à faire front justement face à la Russie qui, évidemment, d'un point de vue militaire, est plus puissante? Écoutez, nous résistons déjà depuis l'annexion de la Crimée et le commencement de la guerre à l'Est, à Donbass, depuis 2014. Donc, ça fait déjà 8 ans de la résistance ukrainienne. D'autre part, nous comprenons bien que notre résistance est triple. Dans ma lettre de Kiev, j'explique que nous résistons d'une part à un régime absolument inhumain de Poutine qui tue ses propres concitoyens, Nemtsov, Politkovsk et ses journalistes qui donc envoient comme chair au canon tous les ethnies de cet immense pays. D'autre part, nous résistons à un néo-stalinisme, c'est-à-dire à la volonté de Poutine de remettre, par exemple, les statues de Lénine et de Staline aujourd'hui près de Kherson, c'est-à-dire à l'est et au sud de l'Ukraine. Et troisièmement, nous résistons à l'indifférence face au mal, à l'indifférence face à la violence, Mm. l'indifférence de l'Est, mais aussi de l'Ouest. Et je crois que c'est très important, par exemple, les changements en cours, très importants en Allemagne. Le fait que 59 Allemands sont votés pour les sanctions contre Schröder, ça montre évidemment les changements
très important de la volonté des Allemands à résister à cette corruption semée par Gazprom et par les filières toxiques de Poutine en Occident. Quel regard vous portez, puisque vous parlez de Vladimir Poutine, justement, sur cette escalade verbale des derniers jours? On a entendu parler de Troisième Guerre mondiale, d'attaques nucléaires inévitables. Quel regard vous portez sur ces propos tenus cette semaine côté russe? Écoutez, au point où nous sommes, on ne croit plus à un seul mot de Poutine. Il est menteur, menteur au sens très fort du terme, je dirais biblique du terme, c'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, c'est de mentir et tuer. Malheureusement, il a quitté complètement le champ des dialogues. Le fait qu'il a, après avoir dialogué avec le secrétaire général de l'ONU, il a voulu tuer, n'est-ce pas, le chef de la diplomatie mondiale, pas seulement occidentale, mais du monde, des Nations Unies. Il a voulu tuer le représentant de l'humanité, à mon avis, c'est à Kiev, au moment qu'il était à Kiev. Donc les roquettes ont frappé tout près d'ailleurs notre maison et beaucoup de personnes étaient blessées, tuées, en particulier une très belle journaliste de Radio Liberté. Donc, si vous voulez, ça montre bien que je crois que sur le plan diplomatique, étatique, civil, c'est pareil au massacre de Boutcha, c'est-à-dire il provoque l'humanité à ne plus croire à son régime. C'est-à-dire la seule manière pour l'humanité à arrêter ce cauchemar, c'est justement vaincre ce criminel et juger devant le tribunal international ses crimes de guerre et ses intentions et ses actes génocidaires. Il nous reste une minute, Constantin Sigoff. Est-ce que vous trouvez que l'Europe en fait assez, la France en particulier, dans ce conflit, par rapport peut-être justement aux livraisons de gaz, par rapport aux sanctions économiques? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que l'Europe en fait assez? On peut aussi bien sûr évoquer les livraisons d'armes également. Écoutez, depuis le commencement de cette guerre le 24 février, l'Europe a payé des sommes immenses, plus de 40 milliards d'euros pour acheter l'énergie en Russie, c'est-à-dire financer la guerre. Je crois que les efforts de la France et de l'Union européenne aujourd'hui de faire vraiment embargo complète, d'être libre du chantage énergétique déjà pratiqué avec la Pologne et d'autres pays, montrent bien que malgré, n'est-ce pas, les efforts des élections présidentielles, de votre situation locale, vous êtes beaucoup plus conscient du défi lancé directement à Paris, à Bruxelles, à tous les pays européens pour être libre et ne plus être complice de cette guerre criminelle et donc d'arrêter, n'est-ce pas, chaque jour de la guerre coûte beaucoup plus que les économies faites par tel ou tel État, par chaque communauté, par chaque famille. Je crois que c'est devient de plus en plus clair pour tous les citoyens de l'Europe. Merci beaucoup, Constantin Sigoff. J'aurais aimé encore discuter avec vous quelques minutes de plus, mais le temps nous est imparti. Constantin Sigoff, philosophe ukrainien, directeur du Centre européen de l'Université Moïa de Kiev. Et effectivement, vous êtes l'auteur de cette magnifique lettre de Kiev, effectivement, ce plaidoyer en faveur de la paix aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Constantin Sigoff, et à très bientôt sur Radio J. Bonne journée à vous. Radio